Hey, what's up, guys? Powerhouse Podcast avec mon co-host Claude. Je suis Rinaldo. Ça va? En pleine forme, merci. Yes. Fait qu'on débute la saison officielle de Powerhouse Podcast 2024. On a fait des tests et maintenant, je pense qu'on a bien aligné vraiment où est-ce qu'on s'en allait, la structure, qu'est-ce qu'on veut faire. Pour l'instant, pour ce premier épisode-là, on va commencer one-on-one. Et le prochain, gars, je pense qu'on va avoir des invités super intéressants qui vont venir nous joindre. Pour tous ceux qui veulent essayer de comprendre c'est quoi Powerhouse Podcast, dans le fond, c'est un podcast que nous autres, on veut aligner pour la construction, le domaine de la construction. Moi, je suis un marketeur. J'ai beaucoup d'expérience en marketing pour des entreprises et PME en construction. Claude, toi, tu es... Consultant dans la transformation numérique. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de travailler avec les entreprises de la construction, à implanter des systèmes. Puis ça a vraiment été là où est-ce que j'ai comme découvert toute cette industrie-là, voir à quel point il y a vraiment un gros potentiel au Québec. Mais avec les bonnes technologies, on est capable de vraiment pousser ça à un autre niveau. Fait que en discutant ensemble, on s'est dit, pourquoi pas faire un podcast où est-ce qu'on peut justement mettre de l'avant cette belle industrie au Québec. Donc, définitivement. Voilà. Puis c'est sûr que vous avez remarqué dans ce podcast-là, on ne maîtrise pas nécessairement le jargon dans les chantiers de construction. Par contre, qu'est-ce qu'on maîtrise bien? C'est l'expertise que nous autres, on a utilisée dans les entreprises de construction. Donc, c'est souvent ce qu'on maîtrise, c'est souvent qu'est-ce que, admettons, des entreprises en construction ne maîtrisent pas. Mais c'est des facettes très importantes pour le développement, la croissance et aussi, vraiment le succès d'une entreprise. Autant sur la technologie qui va être derrière utilisée pour vraiment faire des soumissions assez rapides, assez efficaces. Tu ne veux pas perdre du temps, là, genre à juste comme faire ça sur un Excel. Mais aussi, moi, de mon bord, j'ai des entreprises à attirer de la clientèle potentielle. Fait que est-ce que tu vas aller déposer un pamphlet ou est-ce que tu vas t'afficher justement où est-ce que ces personnes-là sont disponibles? Donc, c'est ça que vous allez réaliser derrière ce podcast-là. Donc, le premier sujet que nous avons sélectionné pour commencer cette saison. C'est un sujet qui fait actualité et on ne va pas se le cacher. C'est une problématique sociale actuellement. On va parler de la crise du logement. Par où commencer? La crise du logement actuellement, regardez, pour tous ceux qui savent, c'est une problématique sociale, c'est une problématique politique aussi. Après avoir fait plusieurs recherches, il y a beaucoup de décisions, vraiment provenant des personnes qui sont responsables de comment on pourrait faire. Je trouve que c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est bizarre, mais en même temps, moi, dans la crise du logement, le plus gros truc que tu as dit, c'est politique. Et c'est avec ça que je voudrais commencer. Avant d'essayer de trouver une solution, pour moi, la crise du logement, c'est tellement politique. Et ce qui me fait le plus rire là-dedans, c'est comment est-ce que on essaie de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a causé la crise du logement. Il y en a que c'est l'immigration. Ouais. Il y en a que c'est les délais de construction. Il y en a que c'est différents autres points. Mais au final, est-ce que c'est réellement ça? Et en fait, c'est que souvent, tu vas utiliser la crise du logement parce que là, en ce moment, beaucoup de partis, en tout cas, ils essaient de partir ils préparent les campagnes électorales. Donc, tu sais, dans une campagne électorale, tu vas souvent chercher le gros bobo. Puis là, tu vas essayer de trouver quelle est la cause du bobo pour essayer d'amener les partisans à voter pour toi. Puis je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui de la crise du logement pour que les gens se disent que tu ne regardes pas juste ton parti pour lequel tu as l'habitude de voter puis que tu te dises « Ouais, il a bien raison, puis c'est sûrement eux qui ont raison, pourquoi est-ce qu'on est dans la crise du logement? » Mais que tu puisses prendre un step back et te dire « OK, mais pourquoi on est réellement dans la crise du logement? » Puis on n'aura peut-être pas la réponse ici sur le podcast, mais on va peut-être pouvoir lever des idées dans les airs, se dire « OK, peut-être que ce que je pensais qui était le réel problème, finalement, ce n'est pas peut-être juste ça. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs que je dois prendre en considération et que quand je mets tous ces facteurs-là ensemble, là, ça explique la crise du logement aujourd'hui. Puis aussi, la crise du logement, est-ce qu'elle touche tout le monde, oui? Prenons une petite pause pour remercier notre fier partenaire LogNet. Je vous explique c'est qui LogNet. Donc, vous êtes un surintendant, par exemple. Vous êtes dans un chantier, vous avez des appels conférences à faire, des courriels, plusieurs choses à faire qui impliquent l'Internet, mais votre cellulaire, c'est votre seule source d'Internet disponible. Imaginez-vous être sur un appel conférence qui était supposé durer 30 minutes, mais ça a duré 40-45 minutes à cause de certains délais. La connexion s'est perdue.
Puis tout ça juste parce que vous n'avez pas une bonne connexion adéquate dans votre chantier. Regardez, le cellulaire, c'est juste pas une source fiable, surtout si vous êtes dans un lieu de travail où est-ce que les choses avancent très vite sur un horaire. LogNet, c'est là qu'ils viennent vous aider. LogNet est un fournisseur Internet commercial qui se spécialise dans les chantiers de construction. Il vous offre une ligne dédiée, une installation rapide, un support 24 sur 24. Il y a une vitesse qui peut aller jusqu'à 100 MB par seconde et plus. Et tout ça disponible dans plusieurs secteurs du Québec. Donc, si vous êtes une entreprise, un contracteur, un entrepreneur général, vous avez un chantier, vous avez besoin d'Internet pour la communication, faites affaire avec LogNet, ça va juste faciliter les choses. Ne vous fiez pas sur le LTE du téléphone parce qu'il peut y avoir des zones mortes où est-ce que ça ne va pas rentrer. Mais LogNet va trouver une solution pour vous. Regardez, allez visiter le site web lognet.ca, demandez une solution avec un expert parce que premièrement, juste voir vraiment c'est quoi vos besoins, voir c'est quoi la connexion disponible dans le secteur. Mais à partir de là, vous allez être branché pour la durée de votre chantier puis vous allez être efficace. Vous n'allez pas perdre de temps juste parce que la connexion, elle est faible. Lognet.ca. Merci encore une fois et retournons à notre épisode. Ça touche tout le monde, je pense que oui. Je voudrais aussi rentrer dans le sujet politique. Ce que je réalise aussi, c'est un peu étrange parce qu'il y a le dépôt du budget qui a été déposé dernièrement. Il y a zéro ou très peu de mention par rapport à qu'est-ce que le gouvernement prévoit faire au niveau d'investissement dans les logements. Puis je trouve ça étrange parce que les élections commencent bientôt. Puis regarde, c'est qui que ça va toucher le plus? Qui ça touche vraiment la crise du logement? Surtout la classe moyenne, en gros. C'est sûr que eux autres qui sont en faible revenu, ça touche définitivement eux. Mais plus microéconomique derrière ça, les jeunes, les étudiants, les jeunes familles, les étudiants, ça va être vraiment un groupe de personnes qui vont être beaucoup ciblées derrière ça. Puis je trouve ça étrange du fait que c'est deux groupes qui font partie de la force de travail actuelle, les milléniaux, la génération Z. Puis vraiment, le gouvernement, ils ne sont pas en train d'inciter, tu sais, vraiment, regarde, les élections s'en viennent, puis ça, c'est où est-ce que je devrais miser dans ces deux groupes-là pour essayer d'aller chercher leur vote. Contrairement, ils continuent avec, je trouve, de cette direction-là, de miser sur les boomers ou les personnes plus âgées, où est-ce que... Eux autres aussi, regarde, les personnes âgées aussi, ils ont un impact derrière ça. Fait que, regarde, je trouve qu'il y a une incohérence de comment ils sont en train de déployer ça côté gouvernemental sur le budget. Mais attends, mais il y a Trudeau. Trudeau, par contre, il est en train de faire une approche où est-ce qu'il veut commencer à être du côté des locataires, puis de commencer à faire en sorte que, par exemple, un locataire, le loyer qu'il paye soit reflété dans sa cote de crédit. Il commence à faire des publicités là-dessus où est-ce qu'il parle que c'est pas normal que, mettons, le propriétaire d'un building soit récompensé de, mettons, avoir un prêt hypothécaire puis de le rembourser puis que sa cote de crédit soit montée et que le locataire, lui, qui paye un loyer, lui, ça n'a aucun impact sur sa cote de crédit. Fait que lui, il essaie de redonner un peu le pouvoir au locataire à travers son plan électoral en ce moment. Mais est-ce que c'est la bonne façon d'approcher le problème? Moi, je regarde juste ça, puis je veux pas qu'on rentre trop là parce que c'est même pas le sujet, mais regarde, moi, je trouve que c'est comme... Regarde, si on voit un peu les politiques de Trudeau, je trouve que c'est comme un couteau double tranchant, puis aussi plus un contrôle sur l'individu. Ça, c'est un gouvernement qu'on a réalisé le plus qui peut contrôler, manipuler l'individu, le plus il va sentir au pouvoir. Le double tranchant derrière ça, c'est que son argument, c'est comme, justement, comme tu viens de le dire, si l'argument est, les propriétaires, ils vont avoir un code de crédit plus élevé parce qu'ils payent l'hypothèque grâce à les revenus des loyers, puis ça l'aide à, vraiment peut-être à aller chercher plus de crédit. Et le locataire, lui, il n'y a pas vraiment une surveillance auprès de à quelle vitesse ou comment il est responsable sur son loyer. Je trouve le problème derrière ça, je pense que on s'en fout, parce qu'il peut y avoir tellement de variables pourquoi même le locataire est en retard. Puis même si
admettons, le locataire, il a une mauvaise relation avec le propriétaire, puis il paye un jour en retard, le propriétaire peut être très rapidement à dire comme « Ah, ben, j'ai affecté ta cote de crédit. » Fait que ça va jouer beaucoup sur des choses comme ça où est-ce que ça devient très dangereux, selon moi. Encore là, si je ramène le point de vue du contrôle, il veut juste contrôler du monde, OK, c'est qui paye. Parce que la problématique, exactement, s'il y a un conflit entre le locataire propriétaire, le loyer, le locataire qui se fait impacter sa cote de crédit, après ça, il veut déménager, puis là, sa cote de crédit est faite parce que ça ne marche pas. Là, on se retrouve à une autre problématique qu'on commence à voir de plus en plus, c'est l'itinérance. S'il n'est pas capable de se trouver un logement, même qui est en bas de qualité parce que sa cote de crédit a été affectée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver itinérant. Il y en a qui n'ont juste pas, genre peut-être la famille ou peut-être des ressources pour trouver d'autres. Fait que là, on est juste en train peut-être d'encourager l'itinérance à devenir vraiment une solution parce que OK, mais là, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que Trudeau, on l'oublie ça. Là. Oublie ça. Regarde, je peux pas être pour lui parce que je vois aucune cohérence dans ses politiques. Encore là, tu sais, puis là, on parle du niveau fédéral, mais je trouve que c'est très dangereux aller commencer à pétiner dans cette orientation. Parce que c'est que du contrôle de voir c'est qui les bonnes ou mauvaises personnes parce que ça ressemble à la Chine, tu sais, vraiment. La Chine l'ont déjà, ce système-là de code de crédit. Puis c'est un moyen de contrôle. Ah, le crédit social. Oui, le crédit social, c'est un moyen de contrôle. Puis on dirait que le Canada se dirige beaucoup vers là. Encore là, c'est des opinions que j'en ai données. Puis on se dirige vers un sujet qui n'était pas celui initial. Tu voulais même pas embarquer là-dedans au départ. Mais regarde, un dernier avant qu'on rentre dans le sujet vif, parce que, gars, ça devient intéressant, mais à la fois comme guys. L'île de la Madeleine. Oh, le truc où est-ce qu'ils veulent scanner un QR code pour rentrer et sortir de l'île de la Madeleine. Ouais. Oh, pourquoi faire? Pourquoi? Ça, c'est... Encore là, ça me rend un peu comme embêtant. Moi, je pense que pour l'île de la Madeleine, ils viennent de perdre quelques touristes. Puis je sais, derrière ça doit être, je pense que si je ne me trompe pas, c'est pas un contrôle de touristes parce qu'il y a du monde à un moment donné durant la pandémie, il y a beaucoup de monde qui sont allés là, puis ils ont foutu la merde. OK. Selon moi. Mais ça commence à l'île de la Madeleine, ça s'en va où après? Moi, je pense à un projet pilote là-bas. C'est ça. C'est parce que c'est une bonne raison de commencer ça là-bas, mais après ça s'en va où? Ça, c'est par ça. interrégion, puis après ça, tu as des stops, puis après ça, c'est quoi? Tu as des points pour le nombre de fois que tu peux sortir de ta région? Ou en tout cas, là, je pousse un peu trop loin, là, mais je veux dire... Regarde. D'ailleurs, en passant, on était dans la crise du logement. Fait que là, ouais, non, parce que là, on surfe vraiment très loin. Là, mais... Okay, dernier point. Mais je sens que tu es titillé par Trudeau, là, en ce moment. Non, mais tu sais, on va revenir à ce contrôle de in and out parce que l'affaire, c'est que, OK, la SAQ, S-A-A-Q. En ce moment, il y a une grosse problématique avec le transport collectif. Ils sont en déficit. C'est rouge. Je suis en train de lire dernièrement. Ils veulent commencer à plus mettre le fardeau sur les automobilistes. Augmenter de 228 $ le permis. C'est-tu le permis ou la plaque? Je suis comme, yo, bro, non. Mais ça change, regarde. Non, pourquoi j'aurais payé 200 $ de plus? Exactement, pourquoi faire? Ça va s'en aller où? Ça va faire quoi? Ça va rien changer. Puis, bref, tu augmentes tout ça. Mais les gens vont pas forcément dire « je conduis moins ». Ils vont juste devoir supporter un plus gros fardeau financier. Puis encore là, c'est peut-être moins d'argent que tu peux mettre sur ton épicerie, c'est un peu moins d'argent. Parce qu'au final, les transports en commun ne sont pas meilleurs. C'est pas comme s'ils te disaient « hey, on a le meilleur système de transport en commun ». Aucune raison que les gens conduisent. On va taxer un peu plus les plaques pour que les gens s'en aillent dans leur transport en commun. Le transport en commun n'est pas n'est pas le service le plus développé au Québec. Puis là, c'est un parmi tant d'autres publics, là, mais juste restons dans le transport en commun. C'est pas assez développé pour que tu puisses justifier que on va commencer à taxer d'autres personnes parce que les gens n'arrêteront pas de conduire à cause que tu leur taxes 200 pièces de plus. Ils n'arrêteront pas. Là. Puis le problème, c'est toujours aller chercher des taxes. Puis là, c'est là qu'on commence à rentrer en crise de logement parce que leur seule solution, c'est pas comme un argument que j'ai vu de le maire de Laval, parce qu'il n'était pas down non plus avec ça. Il dit, tu sais, comme avant de commencer genre à taxer, encore une fois, toujours une taxe. Le gouvernement, il n'y a vraiment aucune sensibilisation à comment on peut aller chercher d'autres revenus. Puis c'est ça que le maire de Laval il a proposé, c'est que avant qu'on pense à juste taxer l'automobiliste pour sa plaque, il y a
y a d'autres façons qu'on peut aller chercher des revenus pour essayer Exact. de balancer ça? Oui. Je sens ça très stupide, tu sais, la STM commence à vendre des T-shirts. Fais quelque chose, tu sais, vends quelque chose de plus où est-ce qu'il y a des revenus potentiels, tu sais. La merch, c'est stupide, mais c'est juste un exemple pour exprimer qu'est-ce que lui voulait dire. C'est que si tu trouves une autre façon, tu sais, vraiment aller chercher des revenus ailleurs, au lieu de toujours aller chercher les revenus dans les poches du citoyen, tu sais, peut-être on aurait une façon de... On se fait taxer partout. Ouais. Tout, respirer. Je suis sûr que ça s'en vient bientôt. Peut-être pas bientôt, mais une taxe pour consommation d'oxygène. Il y a trop de smog. Fait que maintenant, pour limiter ça, pour aider genre, le smog dans la ville, ben, on va mettre une taxe oxygène. Je suis comme, yo, bro. Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est beaucoup de... C'est pour ça que, tu vois, là, on a relevé... On n'a même pas rentré dans la crise du logement, mais il y a plein de facteurs qui peuvent, genre... qui sont interdépendants ou qui peuvent avoir un impact sur la crise du logement. Mais revenons sur la crise du logement. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui arrive? Là, tu as dit que ça touche la moyenne, comment on appelle ça? La classe moyenne. Ouais. OK? Classe moyenne, elle est touchée. Fait que une des choses qui est vraiment importante, c'est que les prix des loyers ont vraiment augmenté. Vraiment, vraiment augmenté. Plus de demandes, moins d'offres, augmentation des loyers. Mais là, ça touche juste la classe moyenne. Pourquoi? OK. Ce que j'ai vu dans certaines recherches, OK, une statistique très importante, le taux d'inoccupation est de 1,5 %. Ça, c'est maigre. C'est très petit. Ça, c'est maigre. 1,5 % de logements disponibles pour, on va dire, la population de Montréal, elle est quoi, de 2 millions environ? Mais en passant, c'est pas juste la population. En fait, c'est ça ce que tu dis, là, mais c'est surtout en région et à l'extérieur de Montréal. Parce que les gens de Montréal, la majorité veulent sortir de Montréal parce que c'est vraiment trop cher à Montréal. Mais ils veulent sortir de Montréal, puis les villes comme Trois-Rivières, justement, c'est une des villes qui a de moins en moins de disponibilité d'appartements aussi. OK. Les jeunes, les étudiants, ça, c'est une cause. Ça, c'est vraiment... par où commencer dans cet argument-là? OK. Il y a beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent au Canada. Puis là, dernièrement, Trudeau, lui, son objectif, c'était 500 000 immigrants par année. Beaucoup de provinces sont pleines, surtout le Québec. C'est le premier à se plaindre qu'il y a trop d'immigrants pendant qu'on en a besoin. Ouais, exact. Mais c'est juste mal géré, c'est le problème. OK. Fait qu'il y a 500 000 immigrants qui rentrent au Canada. Fait que ça, évidemment, ça crée une crise, une demande pour le logement. Dans ces immigrants-là, si on les décortique, c'est pas juste genre du monde des réfugiés qui veulent venir ici vivre. Non. Il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent le Canada comme étant un pays où est-ce qu'ils veulent venir étudier. Exact. Donc, c'est des immigrants temporaires. Exactement. Fait que les immigrants temporaires, il y a les immigrants saisonniers. Ouais, aussi. Pour, admettons, des jobs agriculture, des trucs exact. comme ça qui viennent. Fait que ça, c'est une autre source d'immigrants temporaires qui viennent vraiment, prendre la place vraiment dans la consommation. Fait que si on a vu, c'est-tu le Québec? Il me semble que c'était le Québec que pour eux, leur première solution, c'était, ça crée un autre conflit, c'est que par rapport aux étudiants, c'est que si les étudiants anglophones, ils ont mis les coûts pour étudier dans une université anglophone, ils ont comme genre augmenté genre de fou pour justement rabaisser vraiment l'option de venir aux étudiants, de venir choisir le Québec justement, puis là commencer à consommer, tu sais, vraiment, à se loger. Fait que c'était une de leurs clauses, mais là, ça allait jouer contre, justement, les universités où est-ce qu'eux, ils perdent de l'argent derrière ça. Ben oui, parce que les universités, la grosse clientèle, Concordia, McGill, ça vient de l'extérieur. Là. Et qu'est-ce qui est plate derrière ça aussi, c'est que si, admettons, justement, les étudiants qui viennent étudier Concordia, McGill, c'est pas n'importe qui non plus. Aussi, c'est des personnes qui vont être qualifiées à faire des jobs qui sont en demande, qui sont de qualité, puis fait que juste les bloquer parce que, vous êtes anglophone, ici on est francophone, puis si tu veux venir ici pour une session, ça va coûter 8 000 $. Exactement. C'est sûr qu'on va perdre tellement de talent. Vraiment. Si on perd du talent, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va y avoir une pénurie de talent. Il y a des entreprises
québécoise qu'on n'a pas de talent ici, on doit embaucher à l'extérieur. Exactement. Exactement. Tu vois, quand on disait genre les causes à effet de qu'est-ce que. Tu sais, le monde qui vient étudier à Concordia McGill de l'extérieur, on va se le dire, la plupart du temps, c'est du monde de bonne famille. Ouais. Donc, c'est des personnes qui sont conscientes qui veulent avoir un diplôme, qui veulent pouvoir étudier ici, obtenir un diplôme. Et la plupart du temps, ils aiment Montréal, puis ils se disent, hey, je vais m'installer ici. Ouais. La plupart du temps, c'est ça. Mais si tu les empêches de pouvoir y arriver, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tu sais, le Canada, en passant, le Québec est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, c'est un où est-ce qu'on a quand même un bon système d'éducation, surtout post-secondaire, là. Beaucoup de gradués au Québec. Mais si le monde de l'extérieur ne vient plus ici, qu'est-ce qui va se passer? Moins de personnes qualifiées pour justement travailler. Puis là, on est obligé d'aller recruter ailleurs. Ça va nous coûter plus cher pour les entreprises. C'est peut-être moins... Ça va devenir moins rentable aussi pour les entreprises. Fait que ce genre de taxa va juste créer de la pénurie d'emplois. Les aînés. Parlons des aînés. Un argument que j'ai vu pourquoi il y a une autre crise de logement, c'est que l'affaire, c'est qu'il va y avoir des aînés, des personnes plus âgées à la retraite, que eux, leur maison où est-ce que les enfants ont déjà déménagé, mais c'est une maison qui pourrait possiblement servir, s'ils la vendent, ça pourrait être utilisé pour une jeune famille à venir emménager, puis les aînés pourraient s'en aller dans un condo, par exemple. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de condo. Puis ça coûte cher. Fait qu'il y a les mesures inflationnistes, premièrement, sont une cause. Fait que le taux d'intérêt est juste rendu trop ridicule. Fait que si, admettons, les aînés ne déménagent pas pour aller se procurer un condo, parce que même pour eux, il y a beaucoup d'aînés là, que, genre, la maison est trop grande, ça ne me sert plus à rien. Ouais. Je vais la vendre, puis avec cet argent-là, me payer une retraite. Là, on va rentrer dans un autre sujet aussi. Je ne veux même pas rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est la hausse du capital sur gain. OK. Trop de sujets. Fait que le taux d'intérêt est élevé. Fait que fait en sorte que, puis ça, c'est une mesure inflationniste pour vraiment à cause de la pandémie. Fait que la pandémie, c'est un des précurseurs aussi qui alimente tout ça. Mm-hmm. OK. Les aînés gardent la maison parce que déjà payé, puis pourquoi, genre, je déménagerais dans une place où ça coûte extrêmement cher, premièrement. Fait que tout coûte plus cher. Fait qu'il reste à la maison là. Fait que là, ça limite des personnes, des jeunes familles, à vraiment aller peut-être trouver une maison. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, il y a aussi l'argument qu'il n'y a juste pas d'espace pour les personnes plus âgées où est-ce que, ils sont seuls. À 70 ans, 80 ans, c'est comme... Pour bâtir ces espaces-là, ça coûte cher. Ouais. Taux d'intérêt est ridicule, il coûte cher. Fait que, au niveau du domaine de la construction, c'est là qu'on fait les liens avec la construction, c'est que pour les chantiers de construction, ça coûte trop cher, juste comme maintenant, rentrer dans les matériaux coûte ridiculement cher. Tout coûte cher. Les matériaux coûtent cher, pénurie d'employés. Ouais. De main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée. Fait que ça crée tout cet engouement-là. Parce que là, une compagnie de construction, un entrepreneur, veut construire, il n'y a pas de main-d'œuvre, doit aller chercher ailleurs, doit soit aller chercher de la main-d'œuvre chez un concurrent, mais pour l'accepter, il faut que tu charges, faut que tu payes plus cher de ce qu'il fait. Ça, c'est redistribué sur la facture finale du locataire, du propriétaire. Ouais. Fait que tout coûte plus cher en bout de ligne. Fait que la pandémie, ça a été une des causes, parce qu'à cause de tout ça, OK, premièrement, genre, commencer à donner de l'argent librement comme ça, c'est une grave erreur. Très, très grave erreur. Très, très grave erreur. Mais il y a aussi un truc, c'est que l'affaire, c'est que le Québec, tu sais, normalement, avec la hausse des taux, normalement, tu es supposé être en mode, on va dire, récession. Ouais. Mais une vraie récession, normalement, c'est quand le taux de chômage augmente. Mais au Québec, le taux de chômage n'a pas tant augmenté. Ça n'a pas été genre comme drastique. Ouais. On a toujours été en pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Genre. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu es supposé avoir moins de monde sur le marché du travail, parce qu'il est supposé avoir un taux de chômage plus élevé, mais qu'en réalité, ce taux de chômage-là n'est pas plus élevé, donc ça veut dire que les gens ont toujours un pouvoir d'achat, bien, qu'est-ce qui arrive?
c'est que là où est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait moins de demandes, mettons, pour des logements ou quoi que ce soit, mais la demande est toujours tout aussi élevée. Fait que si la demande est élevée, les prix continuent à augmenter. Fait que les gens ont quand même... Tu sais, on se bat pour un logement, mais au lieu d'être 2 à se battre pour le logement, on est 5. Il y a des line-up. Et ça fait des line-up, exactement. Ça, c'est l'effet, genre l'offre et la demande. Taux de chômage à partir de février 2024 au Québec, 4,7 on a-tu une stat, ça? Le taux de chômage, avril, monte à 6,1 %. Ça, c'était un article de Le Devoir le 5 avril 2024. J'attends. Comparativement à d'autres pays, là, le taux de chômage ici, il est vraiment... C'est ridicule. C'est pas tant... Puis c'est correct, c'est bon, c'est positif. Mais le problème, c'est que là où est-ce que tu t'attends à ce que ça ralentisse, ça ne ralentit pas forcément. Tu sais, comme même là, avec la hausse des taux, si tu as une hausse de taux et que les gens perdent leur job, catastrophe. OK? Genre, je veux dire, là, tu es obligé de comme... Mais là, maintenant, les taux, ils vont commencer tranquillement à redescendre. Personne n'a jamais perdu son emploi. Oui, les choses coûtent plus cher. Peut-être que les gens se sont plus endettés. Peut-être qu'on n'a pas encore vu la vraie vague d'endettement genre folle de tout le monde. Il y en a qui sont en train de vivre bientôt les renouvellements hypothécaires puis qui vont avoir des enjeux. Mais ce qui arrive, c'est que dans le marché du logement, ce qui arrive, c'est que, comme je répète, pour un appartement qui était au départ abordable, un 4,5 qui était abordable pour, on va dire, quelques personnes, maintenant, c'est abordable pour beaucoup plus de personnes parce que tout le monde a les moyens de le faire, de pouvoir se le permettre. Et dans les régions, dans Montréal, les gens commencent à sortir de plus en plus. Tu sais, dans les villes qui ont un haut taux, là, en fait, que le taux d'occupation est très, très bas, est très élevé, on va dire. D'inoccupation est très bas. Sherbrooke, ville d'étudiants. Trois-Rivières, ville d'étudiants. Tu sais? Puis ça va continuer à être le cas, là. Mais en même temps, d'un autre côté, tous les chantiers ont été stallés au Québec, comparativement au reste du Canada. J'ai reçu un invité à mon autre podcast, à Ray Jr., fait que je voudrais aborder certaines choses que lui a mentionnées. Je suis curieux de savoir. Je l'ai mentionné, mais je voudrais peut-être rentrer sur certaines statistiques qui pourraient être pertinentes. Vas-y. OK. Je vais lire la ligne. En 2016, 457 000 ménages locataires québécois vivaient dans un logement inabordable. 2016. 200 000 d'entre eux consacraient plus de 50 % de leurs revenus à se loger. Un logement est considéré inabordable lorsque c'est plus que 30 % du revenu. Fait en temps normal, 30 % de tes revenus devraient être consacrés à ton loyer. Actuellement, on est rendu à peut-être du 50 %. Fait que c'est là que genre, ça crée vraiment des inégalités. Les personnes n'ont juste pas les moyens, puis les coûts augmentent beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est que je trouvais super important. Le Québec reçoit quoi? À peu près 50 000 nouveaux immigrants. C'était peut-être à peu près ça la norme qui s'est établie. Pour qu'on soit à jour, pour qu'on puisse répondre à la demande de logement pour tous, il faut construire à peu près 150 000 nouveaux logements par année. L'année dernière, 39 000 seulement ont été construits. Donc, on parle à peu près du tiers. C'est pas assez, là. C'est pas assez. Encore là, pourquoi le tiers? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais encore là, ça devient une question de coût. Les matériaux coûtent extrêmement cher. Les permis de construction aussi qui sont beaucoup plus lents, beaucoup de bureaucratie. Beaucoup de bureaucratie. Ça a été une des recommandations que j'ai vues dans beaucoup des choses comme alléger la bureaucratie, rendre même pas la bureaucratie au niveau peut-être de l'accès à un consommateur, mais même au niveau de la demande de construction, les permis, ainsi de suite. Oui, exact. Si un chantier peut avoir ses permis à recevoir ses permis, ainsi de suite, beaucoup plus rapidement, bien, on peut accélérer la construction. En ce moment, il y a juste vraiment une grosse bureaucratie qui fait, genre, qui pousse, qui crée des délais. Ouais. Fait que ça, c'est une autre problématique. Il y a le fait aussi qu'un autre phénomène que je voyais, c'est encore là, si on retourne vers les jeunes adultes. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes adultes? C'est qu'ils veulent des maisons, ils ont des jeunes familles. Par contre, le taux d'intérêt il est juste trop élevé pour vraiment se procurer une hypothèque. Le taux des maisons il coûte juste trop cher. Fait que les jeunes adultes, les milléniaux surtout dans ce cas-là, ils tardent
ils tardent à vraiment s'acheter une maison. Fait qu'ils passent plus de temps dans les logements. Fait que s'ils passent plus de temps dans les logements, justement, c'est d'autres logements pour les nouveaux arrivants, par exemple, immigrants qui rentrent au pays, n'ont pas accès à ces logements-là, que techniquement parlant, ces jeunes familles-là auraient déjà dû déménager, aller s'acheter une maison, Exact. libérer le logement, passer à d'autres choses. J'ai vu aussi une problématique, l'urbanisme. L'urbanisme, c'est une autre cause. Par exemple, il y a eu des suggestions où est-ce que il y a eu des suggestions où est-ce que de convertir une maison en duplex ou peut-être triplex. Tout dépend vraiment de la taille de la maison. Ouais. Puis là, ça devient peut-être des cas un peu touchy parce que, admettons, tu as une maison. Puis moi je peux confirmer, j'ai une maison avec un bachelor. Mon bachelor, c'est mon sous-sol. Mon sous-sol, c'est mon bachelor. Puis pour moi, c'est juste un autre espace pour moi. Mais où est-ce que j'habite, j'ai pas le droit de le louer. J'ai pas le droit de louer cet espace-là comme étant un bachelor. Je peux le faire en dessous de la table. Ouais. Mais je peux pas le déclarer comme étant une adresse, un locataire. Mettons, genre, Même s'il y a une adresse, ouais, j'ai cette adresse-là qui c'est un A. OK. Mais je peux pas. À cause de vraiment les clauses de urbanisme. Mais c'est vrai, ça c'est une affaire que les villes, des fois, tu avais des espaces où est-ce que tu pouvais, mettons, construire à côté, faire un duplex ou quoi que ce soit, mais souvent, là, c'est ça qui... Il y a des propositions d'aider justement les villes ou d'encourager les villes à mieux mettre le zonage, de faciliter le zonage pour que les gens soient capables de faire des duplex, des triplex et que des fois, tu sais, les espaces qui sont vacants puis qu'ils sont normalement interdits de construire, mais que tu puisses construire pour justement aider à faire ça. Puis ça m'amène à un autre point, c'est que une autre des causes qui était aussi en lien avec la crise du logement, c'est que beaucoup de personnes l'utilisent pour faire du Airbnb. Et là, on veut de plus en plus réduire le Airbnb parce qu'un Airbnb, c'est un logement qui n'est pas disponible pour quelqu'un qui pourrait habiter là sur le long terme. Il y a eu un politicien qui a dit taxer les espaces justement de location qui ne sont inutilisés. Dans le fond, l'idée derrière ça, c'est justement, vraiment, si tu fais louer ça pour une courte durée, puis il n'est pas utilisé, tu payes plus cher. Je suis pour et contre un peu avec ça, parce que moi, si je me mets à la place du propriétaire, je dois payer une taxe parce que j'ai pas réussi à booker mon appartement pour, mettons, ce mois-ci. C'est plate. Mais si on voit toute la problématique sociale derrière ça, mais ce logement-là, il pourrait être utilisé pour 1 an, 2 ans pour une famille. Ouais. 100%. Mais j'essaie de comprendre aussi peut-être c'est quoi l'argument derrière certains propriétaires, pourquoi ils ne veulent pas mettre cet espace-là à louer. OK, mais moi, je te pose une question. Il y a plus d'argent à faire sur de courte durée, c'est sûr. OK, mais moi, j'aime ce point-là. J'ai une question pour toi. Selon toi, est-ce qu'il manque réellement de logements ou est-ce qu'il manque de logements abordables? C'est pas la même chose. Si on parce qu'on dit que c'est la classe moyenne qui est vraiment touchée. Fait qu'est-ce qu'il manque de logements globalement, quel que soit le prix? Et si c'est le cas, ça voudrait dire que ce n'est pas juste la classe moyenne, mais même la classe supérieure aurait des problèmes. Mais on s'entend qu'eux, probablement, ils ont déjà une propriété. Mais est-ce que c'est un manque de logement ou un manque de logement abordable? Moi, j'irais vers un manque de logement. Parce que si je me fie à la taux d'occupation de 1,5 %, encore là, sur quelle variable a été pris cette Exactement. Exact. Peut-être ça a été variable vraiment sur tout le monde qui déclare comme ça, c'est un appartement à faire louer. Peut-être que les courtes durées sont pas. Est-ce qu'ils sont considérés dans ce 1,5 %? Je ne sais pas. Selon moi, ce que j'ai lu dans beaucoup de recherches, si je pousse, je pourrais peut-être. Mais mon feeling, c'est qu'il manque de place. Manque de place. OK, parfait. Fait que si les familles moyennes faisaient plus de revenus, est-ce que ce serait plus difficile pour eux de trouver des logements? Tout aussi difficile. Parce qu'on s'entend, si tu as un certain budget pour un logement, avant, là, un 4,5, tu pouvais l'avoir pour, je sais pas, moi, je vais donner un chiffre comme ça, 1200. Maintenant, en dessous de 1600 dans Montréal, ou un bon. Et puis là, il y a différentes catégories de 4,5. Tu en as des de base, tu en as de quand même pas pire, puis tu en as de quand même très, très, genre, luxueux. Si on s'entend dans quel range tu rentres là-dedans. Mais aujourd'hui, avoir un 4,5 abordable, c'est difficile. Mais si tu fais un 4,5 dans un
beau complexe d'appartements avec gym en bas et tout ça, en dessous de 2000 pièces, là, c'est tough. Mais si tu avais le 2000 pièces, peut-être que tu pourrais trouver justement beaucoup plus de 4,5. J'ai hâte d'embarquer le Ray Junior. Mais... Mais je pose la question comme ça. Non, mais la réponse, selon moi, c'est que oui, si les revenus seraient plus hauts, il y aurait plus... les jeunes familles pourraient... Parce que Il y moi, aura si plus d'accessibilité, non? Oui, parce que dans mon quartier, il y a des maisons à vendre. Puis moi, justement, dans mon c'est ça. quartier, c'est un beau quartier, fait pour les jeunes familles, mais c'est rendu cher aussi. Moi, j'ai acheté tellement au bon moment en 2019. Exact. Novembre 2019, j'ai acheté. Exact. C'est abordable. Exact. Aujourd'hui, oublie ça. C'est plus abordable. Ma maison, j'ai pris le double de sa valeur. Exactement. Fait que moi, je me pose la question, c'est est-ce que, tu sais, oui, il y a une crise de logement, je peux comprendre, là, mais quand on dit crise de logement, est-ce qu'on dit c'est une crise de logement pour les personnes parce qu'il n'y a pas assez de logements abordables pour justement la classe moyenne? Puis si c'est le cas, ben alors pourquoi ne cherchons pas à trouver une façon que les gens aient plus d'argent dans leur poche pour se permettre peut-être, je dirais pas forcément des logements plus luxueux, mais des logements qui, à cause du coût de la vie qui augmente, ben, qui sont un peu plus dispendieux. Là, je pose des questions. Là. Je ne suis pas en train de trouver une solution. Là, forcément. C'est sûr, il y a plus de revenus. Ben, mettons, il y a des maisons à mon coin qui pourraient se faire acheter par des jeunes familles comme moi. Ouais. En 1939, juste avant la guerre, la Deuxième Guerre, il y a eu une crise de logement au Québec. Ouais. Puis c'est drôle parce que ce que j'ai vu derrière cet article-là, cette recherche-là, c'est qu'ils essaient de voir vraiment c'est quoi les solutions du passé ou de d'autres places qui ont été utilisées. Parce que même en France, en 2016, il y a eu une crise. Puis je vais pouvoir peut-être aborder eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis la France, regarde, je ne sais même pas si c'est le bon exemple parce qu'ils sont toujours en manifestation là-bas. Là. Mais en 1939, il y a eu une crise du logement au Québec. Beaucoup de monde n'avait pas les revenus. Qu'est-ce que les autres ils ont fait back then? C'est qu'ils ont bâti des maisonnettes, comme on les a appelées, des petites maisons. Ouais. Faciles, rapides à construire. Ben, c'est ça qu'on encourage aussi, là, d'être capable de créer des maisons préfabriquées. Tu viens de dire le préfab. Ouais. Fait que le préfab, les maisons préfab deviennent une solution actuellement. Ouais. Ça pourrait être une solution vraiment parce que c'est plus abordable, facile, plus rapide. C'est plus rapide, exactement. Puis, fait que tu peux mettre beaucoup plus vite des logements à disposition du monde et ça coûte moins cher aussi à produire, là, on s'entend. Là. Donc, le préfab, définitivement, ça a été une des solutions qui a été mentionnée peut-être ça serait une des solutions justement pour aider les jeunes familles qui veulent peut-être partir, qui veulent leur propre espace. Puis ça serait vraiment peut-être sortir de la zone, de la couronne nord, la couronne vraiment de Montréal, nord et sud. On parle de ce que j'ai vu, la limite, et comment j'ai à peu près Mirabel. Fait que ça serait, moi je viens du nord, fait à partir de genre Saint-Jérôme, c'est là que des petites maisons comme ça a été fait en 1939. Ce serait une des solutions. Quoi d'autre qui est venu derrière ça? Qu'est-ce que la France a fait? Tu vois, ça, la France. Mm-hmm. La France, en 2014-2016, il y a eu la crise du logement, surtaxer les logements inoccupés, moduler les loyers dans les parcs HLM en fonction des revenus de ménage, instaurer un bouclier de logement pour garantir que les ménages ne se consacrent pas plus que 25 % de leurs revenus de logement. Il y a quelque chose derrière ça qui pourrait être intéressant. Parce que justement, comme je te disais, en ce moment, c'est 50 % des revenus qui sont même consacrés vraiment à se loger. Oui, mais 50 % des revenus sont consacrés à se loger, mais je peux comprendre. Mais on est hyper taxé au Québec. Hyper taxé. Tu sais, l'idée, là, tu sais, je lis un article, ça dit des loyers trop chers, des locataires trop pauvres. Pour moi, là, je résume ça à ça. Après, j'ai peut-être pas le doigt exactement sur le bobo, mais des loyers trop chers, des locataires trop pauvres, ça en dit long. Fait on peut-tu, genre, mettre à mettons... Tu sais, les loyers trop chers, on ne pourra pas le baisser. Tu ne pourras pas dire, bon, on va baisser les loyers. On peut-tu faire en sorte que les locataires soient moins pauvres, peut-être? Est-ce qu'on peut essayer de moins les taxer, donner plus d'initiatives pour qu'ils aient plus de revenus pour pouvoir se permettre des... Parce qu'en même temps, si tu donnes plus de revenus aux gens, mais les gens vont juste grimper
dans l'échelle, on va dire pas sociale, mais dans l'échelle de logement. Fait que si, mettons, tu te prends un loyer en ce moment à 1700, mais que tu peux t'en payer un à 2200 puis être un peu plus confortable, tu vas grimper, toi, là-bas. Mais ceux qui étaient en dessous, ben, ils vont pouvoir justement avoir ce genre de logement-là, à ce moment-là. Trouver une façon pour que les gens aient plus de moyens pour pouvoir se payer de meilleurs logements, ça, c'est une solution. Et une autre chose en parallèle, il faut construire plus. Ouais. Tu sais, puis c'est ça le but du podcast, c'est de voir comment est-ce qu'on peut construire plus, puis comment on peut aider les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés à justement avoir un maximum de chantiers pour bâtir plus de logements. Puis là, tu as parlé du préfab, qui est super, super belle alternative, mais tu as parlé aussi de l'urbanisme. Comment est-ce que, genre, quelqu'un, je sais pas, moi, j'ai des terres, j'ai du terrain à côté de chez moi. Je peux-tu mettre un duplex? Je peux-tu, genre, rallonger? Je peux-tu utiliser le sous-sol que tu disais, le bachelor que tu as, mettre une adresse puis avoir quelqu'un qui vit là-dedans? Tu sais, c'est toutes ces solutions-là qu'il faut... Par rapport à l'urbanisme, quelque chose que j'ai vu c'est qu'en ce moment, il y a des coins où est-ce que c'est très, genre, des maisons unifamiliales, puis c'est comme ça que c'est fait. Un des enjeux que peut-être la région, peut-être la ville a contre vraiment ce genre de solution-là, c'est que, ben, ça sera plus des maisons unifamiliales, ça va être genre des locataires. Ça va être là que ça va plus densifier cette région-là qui est vraiment juste des maisons. Fait que, qu'il y ait plus de voitures, plus de trafic. Peut-être là, au niveau des écoles aussi, il va falloir peut-être construire plus d'écoles. Ouais. Fait que ça va créer certains enjeux que vraiment, c'est là qu'ils se limitent. Pourquoi ils ne veulent pas laisser, admettons, dans mon secteur, par exemple, laisser les maisons devenir des maisons de location ou sinon faire louer ton sous-sol, par exemple, d'un point de vue légal. Ouais. Le côté zonage, ce que j'ai vu aussi comme solution, c'est que il faudrait encourager que les gouvernements, pourquoi il fait ça? Que les gouvernements puissent aussi utiliser leur terrain public et construire dessus. Ça vous appartient déjà, construisez des logements sociaux dans ces espaces-là, puis c'est vous qui allez contrôler. Ouais, des logements abordables. Exactement, ça va être beaucoup plus abordable rendu là. Ouais. Fait que ça, c'en est un. Le préfab, c'est super intéressant. Puis il y a quelque chose que là, j'ai eu, pour tous ceux qui connaissent Ray Junior Courtemanche, c'est un promoteur immobilier, un grand entrepreneur du Québec que j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec. Lui, il est en train de développer la cité Mirabel. Donc, il y a beaucoup de projets comme le 700. 700, c'est fou parce que c'est un projet que si tu passes du ciel, c'est à la forme d'un 7. OK. Nice. Le gars, il est très il est visionnaire. visionnaire. Il est en train de bâtir un autre truc qui s'appelle Espace W. Boom. L'espace W, c'est un genre... ça va être composé de 4 bâtisses générationnelles. Fait que lui, son argument derrière ça, pourquoi il veut bâtir cet espace W, le W veut dire world, si je me trompe, c'est ça qui veut dire world. Dans le fond, c'est qu'avoir toutes les générations dans un lieu. Fait que lui, il parlait des enjeux actuels du mode de vie. 2 parents sont toujours en train de courir. Il faut qu'on habille le petit pour aller l'amener à la garderie, blablabla. Puis tout le monde est pressé. On passe pas de temps avec nos enfants. On passe pas de temps avec nos parents qui sont plus vieux, et ainsi de suite. Puis lui, il s'est dit, pourquoi pas essayer de mettre tout le monde dans le même espace? Pas nécessairement que dans ta maison, tu vas venir accueillir tes beaux-parents dans le sous-sol ou dans une autre chambre à côté dans la même bâtisse, mais plutôt que, OK, ben bâtisse A, ça va être les aînés, les grands-parents, des personnes qui habitent dans bâtisse B. Fait comme ça, les parents qui sont toujours dans le rush le matin à aller porter l'enfant. Mais tu sais quoi? Je m'en vais au travail, puis les grands-parents vont juste prendre leur temps puis aller laisser l'enfant à la garderie. Il veut bâtir cet espace-là, genre pour qu'il y ait ce genre de synergie entre les générations. Okay. Comme ça, les plus vieux, ben ils seront plus genre solitaires. Et les jeunes familles, ben ils seront plus dans le rush et dans le stress. Ouais. Puis tout le monde va être plus comblé. Fait que, belle initiative. J'ai hâte de voir vraiment comment ça va se développer. Je pense que théoriquement, c'est bien. Il y a certaines choses que je trouvais qu'il y avait d'autres points comme... Ben, c'est une bonne idée, théoriquement, comme tu as dit. Culturellement, c'est de voir comment que les gens sont. Parce que dans des cultures où est-ce que la mamie, le papy, ils sont là, bon, c'est dans la même maison, c'est unifamilial, et tout le monde est là
où ils sont pas très très loin et où est-ce que tu peux souvent te fier aux grands-parents pour aller poser les enfants, puis les grands-parents peuvent venir à la maison pour s'occuper des enfants pendant que... moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente idée, puis ça simplifie un peu le quotidien d'une famille, genre, avec des enfants. Après, est-ce que les gens vont voir ce genre de logement-là et se dire, ouh, nice, je vais pouvoir être à côté de mes grands-parents, ou vont se dire, ben non, moi, mon but, c'est justement de m'éloigner de mes grands-parents. Fait que ça va dépendre Ça va dépendre. Culturellement. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils veulent le faire dans un contexte aussi abordable. Fait que exact. ça aussi, ça risque d'inciter genre, ce genre de situation-là. Quelque chose d'autre qui est en train de bâtir, un autre projet dans tout ça, c'est que il va y avoir des projets avec, on va dire, une bâtisse qui va être full service. Par full service, dans le fond, la manière qu'il a décrit, ça va être vraiment un projet qui va ressembler à un resort. Tu sais, dans un resort, il va y avoir, genre, admettons, genre un secteur premium, parce que tu as comme tout premium, privé aussi, pas d'enfants. Ouais. Puis il va y avoir un autre secteur plus familial. Fait que lui, c'est ça qui est en train de bâtir un genre de resort, mais à Mirabel, où est-ce que une bâtisse, un secteur, un côté de cet endroit-là, ben ça va être une bâtisse où est-ce que ça va être full service. Piscine, gym, bureau, coworking, restaurant, des trucs comme ça. Tandis qu'il va y avoir une autre bâtisse pas loin, que ça va être moins de service. Aucun. Ouais. Fait qu'on se comprend que s'il y a full service, ça coûte plus cher. S'il n'y a pas de service, ça coûte moins cher. Fait que ça, c'est comme certains de ses dans sa vision, comment il voit les choses, comment il est en train de essayer de créer vraiment un nouvel avenir, des nouveaux comportements, des nouveaux concepts qui s'adaptent surtout aux enjeux sociaux. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant, mais une question que je vais poser aussi derrière ça, comme comment vois-tu vraiment dans un secteur très genre limité, dans ce resort-là, où est-ce que tu vas voir les personnes avec full service qui ont peut-être plus d'argent à se payer, puis peut-être les autres qui ont moins d'argent. Je trouve qu'il va avoir un petit clash interne, micro dans ça. Puis lui n'était pas convaincu que ça allait se passer, que tout le monde allait... Moi, je sais pas. Parce que si on prend genre quelqu'un de Westmount qui se fait inviter à un party à Montréal-Nord, il va déjà avoir indirectement un genre de sentiment comme « je m'en vais dans le hood, à Montréal-Nord ». Vice-versa, quelqu'un de Montréal-Nord qui est invité à un party dans une maison à Westmount, c'est déjà à quoi tu penses. Les baraques, les grosses maisons. Il y a déjà ces pensées-là. Fait que quand tu habites dans un secteur tellement coincé, beaucoup plus fermé, je sens qu'il va y avoir ça. Mais encore là, ça, c'est moi. OK. Pour en plus de détails derrière ça, deux choses que ça a été super intéressant parce que moi, j'ai posé la question. Puis la réponse drôle, ça va avec la crise du logement, mais c'est pas ça que je m'attendais comme réponse. Moi, je voulais savoir de son point de vue comment il voit. Vu que beaucoup de la consommation est rendue en ligne, Amazon, le monde commande en ligne, fait il y a une baisse d'achalandage dans les magasins. Ouais. Fait qu'on parle, là, je le dirigeais vers les centres commerciaux. Les centres commerciaux, ils commencent à avoir moins de monde qui vont là parce que tout le monde magasine en ligne. Les centres commerciaux deviennent des grands espaces que moi, je disais, ben, selon moi, ces grands espaces-là devraient se convertir en expérience parce que lui, dans ses projets, c'est toutes des expériences qu'il veut faire. Puis c'est là qu'il m'a abordé sa réponse. Il dit sans nommer qui je pense, mais les centres commerciaux, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que c'est des grands espaces avec des grands stationnements qui prennent beaucoup de place. Puis malheureusement, s'il y a moins de monde, on n'a pas besoin de tous ces stationnements-là. Qu'est-ce que ça devient peut-être des opportunités? C'est de bâtir justement des logements. Exact. Puis il dit, c'est là, justement, ces centres commerciaux-là, qu'est-ce qui risque de se passer aussi dans beaucoup de cas, c'est qu'ils vont devoir se convertir en logement. Ouais. Fait qu'il dit, ben ils sont déjà là, on va juste construire vers le haut. Mais c'est vrai, mais il y a beaucoup justement d'espaces commerciaux qui sont vacants, totalement vacants, qui ne servent à rien du tout. Même moi, je suis à Brossard, sur Tachereau. Il y a des espaces là vacants depuis, mais c'est une question aussi de zonage. Est-ce que le zonage permet qu'on fasse du résidentiel? Fait qu'il faut que le zonage, tu sais, que la bureaucratie se fasse beaucoup plus vite à dire, OK, ce secteur-là, ça, on switch, on passe en résidentiel. Voici le type de bâtiment qu'on est capable de construire là-dessus. On passe à autre chose. Là. C'est un bon point. Fait que lui, il voyait justement que les centres commerciaux, qu'est-ce qui risque de se passer, c'est que quand ça va donner vraiment une pénurie extrême, l'itinérance, autant pour l'itinérance, tu sais, c'est comme, il faut les mettre quelque part.
ces personnes-là, ils sont là ici l'hiver. Ouais. L'hiver sont plus doux, mais malgré tout, il faut trouver des solutions pour les réinsérer dans des modes de vie où est-ce qu'ils vont pouvoir être plus indépendants. Fait que tous ces espaces-là commerciaux, ben, il dit, selon lui, ils risquent de se convertir dans des lieux résidentiels. Exact. Ouais. Ça, c'était un Mais point. c'est drôle en passant que tu dis ça, mais il y a le Railmont qui est en train de se construire en ce moment avec genre 160 commerces. Puis là, c'est comme tout le monde est en train de mettre le gros paquet sur ce projet-là, qui est situé à un endroit où est-ce que le monde se demande s'ils vont pouvoir y accéder avec le trafic et tout. Ouais. Mais tu vois, une chose qu'il a dit qui est importante, si les centres commerciaux veulent fonctionner comme le Railmont, c'est l'expérience. Les gens, avant, tu allais à un endroit puis tu étais comme « Oh shit, OK, je m'en vais. » C'est une sortie d'amis, etc., etc. Maintenant, tu peux commander en ligne en 2-3 jours. Je te dis quelque chose, hey, en passant, achète-toi ça. Toi, sur Amazon, puis tu sais que demain, tu vas l'avoir. Pourquoi tu vas aller en magasin? Mais aujourd'hui, les centres commerciaux n'offrent pas cette expérience-là. Fait que je fais juste une parenthèse. Railmont, j'espère vraiment qu'il va y avoir une expérience qui fait que les gens vont dire et moi, le samedi, là, ça me tente d'y aller, puis d'y retourner la semaine prochaine, puis d'y retourner, puis d'y retourner. Mais tu vois, si je prends l'espace M à Laval, à côté du métro, ben c'est des bureaux, c'est un hôtel, puis c'est des condos. Tout dans un espace. Fait que je pense que le Railmont, c'est justement ça. Il va avoir un peu de tout ça mélangé ensemble. Fait que, tu sais, lui aussi, tu sais, Ray Jr., il voit ça comme il est en train de bâtir quelque chose comme ça. Bon, Ray Jr. aussi avait une recommandation. Qu'est-ce que les gouvernements devraient faire? Parce que j'ai posé la question, tu sais, c'est quoi, genre, l'appui du gouvernement pour quelqu'un envers toi? Toi, tu as toutes les ressources et capacités de construire, justement, des logements. On a une crise de logement, puis toi, tu es en train d'en bâtir. Mais aussi, tu es capable d'en faire. Fait que, qu'est-ce qui devrait être fait? Fait que derrière lui, qu'est-ce qu'il recommandait? C'est que, premièrement, tu sais, il prend, par exemple, son espace W. Il dit, regarde, il n'y a pas de locataires encore, mais j'ai 6 millions de taxes à payer en intérêt. En intérêt, ma bad, pas de taxes, intérêt. Okay. Fait qu'il dit, tu sais, j'ai pas d'argent qui rentre encore, puis je dois en sortir, fait que ça coûte cher. Fait qu'il dit, si on veut vraiment trouver des solutions, pour lui, qu'est-ce qu'il recommandait, c'est que le gouvernement octroie du financement à des entrepreneurs généraux avec du financement sans intérêt jusqu'à temps qu'ils commencent à voir les premiers locataires. Ça, c'est bold, hein? Ça, c'est bold de demander ça. Parce qu'il dit, s'il donne cet accès-là, ben, ça va permettre de bâtir et au moins comme remédier vraiment à les coûts, beaucoup de coûts, les coûts matériaux qui coûtent plus cher, des trucs comme ça. Mais au moins, je n'ai pas d'intérêt à payer sur tout ça. Fait que je peux peut-être aller chercher tous mes matériaux, bâtir. Du moment que quelqu'un rentre, c'est là que les intérêts commencent. Exact. Parce que si les intérêts sont chargés dès le début, comme il l'expliquait, c'est que quand c'est le temps de vendre, ben, le locataire, la personne qui va aller à l'intérieur, doit le payer. Fait que la barrière à l'achat ou vraiment à se procurer cet espace-là est déjà plus élevé à cause que l'intérêt est déjà appliqué. Exact. Contrairement que si l'intérêt commence à être appliqué, une fois qu'ils rentrent, la perception est différente. Il y a beaucoup de choses. Fait qu'il dit, regarde, comme tu dis, c'est bold comme demande, mais il dit comme c'est sûr que vraiment le gouvernement, s'il est capable de faire des bonnes recherches puis faire confiance à des bonnes entreprises qui le font, qui sont quand même responsables, il dit on pourrait s'en sortir de cette façon-là puis avoir des solutions qui pourraient accélérer, construire du nouveau logement. C'est quelque chose que lui, il proposait. Mais il y a aussi, c'est un bon point, parce que puis il y a aussi l'amortissement. Si tu es capable de, si le gouvernement permet, mettons, d'amortir un plus gros pourcentage, mettons, ben ça permet de réduire aussi les gains. Les gains dans les revenus, et donc d'avoir un peu plus d'argent pour justement de réduire la barrière d'accès par la suite pour le locataire. Fait il y a plein de situations comme ça qui, si ça encourage l'entrepreneur général là-dedans, c'est sûr et certain que c'est de bonnes choses. Mais est-ce que le gouvernement il est ouvert à ça? Est-ce que le gouvernement est prêt à accepter, à faire ce genre de concessions-là? C'est là que ça devient très difficile. Parce qu'un gouvernement qui dit, ben, nous, on va être pro-locataire, ben, il va peut-être pas t'aider, il va peut-être pas être pro les développeurs immobiliers qui vont vouloir faire ça. Mais s'ils sont pro-développeurs immobiliers, il y en a d'autres qui vont commencer à arriver à l'inverse puis dire peut-être que là, on est en train de faire du mal aux locataires. Je ne sais pas. Mais c'est sûr et certain que ce serait une bonne façon de... Mais comme on l'a mentionné au début de la conversation,
Le gouvernement, actuellement, il n'est pas vers cette direction-là. Il n'est pas pro-crise de logement à trouver des solutions. Il n'y a rien là-dedans là, en ce moment. Moi, je pense que le gouvernement, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est là que je trouvais comme, OK, c'est ça leur solution. Tu sais, ils sont pas dans leur budget, ils n'ont pas de budget vraiment pour construire. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'eux autres, leur solution pour ça, c'est dans le fond faciliter le financement aux jeunes familles à se procurer une maison. Ouais. Dans quel contexte, comment, ça, je ne sais pas. Ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi des affaires qui arrivent, c'est qu'il y a des lois qui sont mises où est-ce que les gens ne peuvent plus maintenant emprunter, je pense, jusqu'à 4,5 de leur revenu de ménage. Il y a quelque chose comme ça que j'ai entendu dire. Mais il y a une autre chose que je veux revenir au point numéro 1 quand on a commencé. C'est que, comme tu as dit, ils ne donnent pas de solution sur la construction, mais ils sont comme en train de mettre le doigt sur des bobos qui sont autres comme « Ah, mais c'est le problème de l'immigration. Ah, mais c'est le problème de ci. Ah, mais c'est le problème de ça. » Tu sais, l'immigration n'est pas la raison pour laquelle la construction de logements ne se fait pas. C'est pas le fait qu'on ait plus d'immigration qui fait en sorte qu'on ne peut pas construire plus de logements. Fait que moi, j'irais plus dans le sens, là, si on devait trouver des solutions, j'irais plus dans le sens suivant, c'est 1, donnons plus de pouvoir d'achat aux gens, et 2, donnons plus de possibilités aux entrepreneurs généraux de construire de manière à ce que lorsque c'est accessible aux locataires, ben que justement la barrière d'entrée ne soit pas trop élevée et que ce soit plus abordable. Et de 3, ben on a parlé de solutions comme faire du préfab, donc des constructions plus faciles, plus rapides, et l'urbanisme, donc c'est-à-dire de donner des zonages qui favorisent justement la construction. Parce que là, des fois, on parle de développement. On s'entend que c'est des gros joueurs qui peuvent faire de gros développements de tours d'appartements et tout ça. Mais des fois, c'est des gens comme, on va dire, comme toi et moi qui sont des développeurs immobiliers à plus petite échelle. Mais juste le fait que le zonage me permette de mettre un triplex à un endroit où on n'était pas autorisé il y a quelques années, là, aujourd'hui, on peut le construire, ce triplex-là. Ou maintenant, toi, ton bachelor, tu peux l'utiliser pour faire louer à quelqu'un d'autre. C'est ce genre de choses-là qui vont donner aussi des initiatives de faire développer le truc. Ouais. Côté construction, certaines choses qui pourraient venir, là, puis là, je tourne vraiment dans le domaine de la construction, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Bien, encore là, certaines solutions provenant de RBC sur cette crise-là, justement. Eux autres, ils mentionnent prioriser, vraiment aller chercher du nouveau talent immigrant qui va pouvoir spécialiser justement à construire beaucoup plus rapidement. Fait que plus de talent qu'on a pour construire, justement, si on se rend dans le préfab, par exemple, bien, ça pourrait accélérer certaines choses. Quelque chose qu'on risque de peut-être remarquer que je pourrais voir le gouvernement peut-être s'en aller dans cette direction-là, c'est inciter les études vers des écoles de métiers. Oui, métier dans la construction, c'est exactement, ça? Métier spécialisé, ouais. Que ce soit n'importe quel métier de construction, ben ça, je pense qu'il va y avoir... C'est quand même là présent, mais je pense qu'il va même avoir un plus gros boom, vraiment, vu que si on veut accélérer, si on a plus d'immigrants, on va inciter à s'en aller là, ils s'en vont là, puis déjà, c'est des bons salaires, fait qu'ils vont construire, fait que ça va créer des richesses, plus de pouvoir d'achat, le gars qui construit la maison préfab pourrait même devenir genre un futur acheteur à cette maison-là. C'est qu'il y a des choses qui pourraient se passer. Celle-là est un peu bizarre, mais inciter, parce que l'affaire, c'est que ici, qu'est-ce qu'il mentionne, c'est inciter les travailleurs dans la construction à étirer leur retraite. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est une population qui a beaucoup de personnes âgées qui s'en vont en retraite, mais cette retraite-là comprend beaucoup de connaissances, d'expertise. Puis qu'est-ce qui se passe, il y a un moment qu'ils vont tous prendre leur retraite, il va y avoir au moins une personne, admettons, avec ce niveau d'expertise-là sur le marché du travail. Ouais. Fait qu'ils disent comme, tu sais, ben, peut-être inciter ces personnes-là, peut-être avec des plus gros bonus ou peut-être plus de soutien pour la retraite. Mais tu sais quoi, tu vas prendre ta retraite dans 2-3 ans plutôt que maintenant. De cette façon-là, ils vont travailler plus longtemps et pouvoir transférer cette information, ces connaissances-là, par exemple, les nouveaux immigrants. Exact. Moi, je pense aussi, si on parle de prévision aussi, je pense que dans tout ce qu'on vient de discuter, il va y avoir un sérieux... une demande pour la rénovation. Parce que si on prend, mettons, l'exemple de convertir des espaces existants actuels, comme, admettons, des bureaux commerciaux, tout le monde travaille à la maison rendu là.
les convertir en des condos, ça va faire des opportunités pour les entreprises de rénovation à venir vraiment changer complètement la dynamique de l'espace. Si tu fais de la rénovation, là, on a du design intérieur qui s'implique derrière ça. Fait que, il va y avoir une demande sur d'autres nouveaux emplois, vraiment actuels, mais sur des demandes d'opportunités qui vont peut-être sortir derrière là parce que, justement, si on n'est pas encore en train de construire plus, on est peut-être en train de réaménager les espaces vacants actuels. Ouais. Très bon point. Puis là, moi, j'inviterais justement les entreprises de la construction. Si vous avez des façons, des solutions pour la crise du logement, partagez-les dans les commentaires. Puis, ce serait bien qu'on ait un bel invité qui pourrait nous expliquer, lui, qu'est-ce qu'il verrait comme façon de pouvoir gérer la crise du logement éventuellement. Je serais très intéressé à voir ça. Donc, wow, c'était très dynamique. Est-ce qu'on est quoi, 1 heure, 4 heures? 1 heure? OK. C'est bon. Super dynamique. Je pense qu'on peut wrap sur ça, là, puis on a des points que j'ai hâte de voir les commentaires derrière. Ouais, exactement. Mais comme on a dit, c'est juste des opinions qu'on partage. Puis le but, c'est justement d'alimenter la conversation. Donc, Claude, dernier point, mot de la fin. Ah, Seigneur, c'est quoi le mot de la fin? Votez pas Trudeau. Non, c'est ça. It's a wrap. Je suis d'accord. It's a wrap, guys. It's a wrap.